Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire extraordinaire au sens littéral du crash de la Cordillère des Andes, du courage fantastique dont ont fait preuve les rescapés, allant jusqu'au bout d'eux-mêmes, que ce soit physiquement et psychologiquement, allant même jusqu'à transgresser l'un des plus grands tabous de l'humanité pour pouvoir survivre puisqu'ils ont eu recours à l'anthropophagie. Je tiens juste à dire ici que les personnes qui ont été écœurées et choquées, ou celles qui le seront à l'écoute de cette chronique par ce qu'ont fait les survivants, n'ont pas vécu l'enfer qu'ils ont dû subir. Qu'aurions-nous fait à leur place ? Je sais que j'aurais moi aussi choisi de vivre. Le vendredi 13 octobre 1972, le Fairchild FH-227 assurant le vol 571 s'écrase dans la Cordillère des Andes dans le département argentin de Malargüe. Sur les 40 passagers et les 5 membres d'équipage, 17 meurent lors du crash ou dans les 24 heures après l'écrasement et 12 dans les 2 mois suivants, dont 8 dans une avalanche. Ayant appris, grâce à une radio, que les recherches avaient été abandonnées et isolées sans nourriture à 3600 mètres d'altitude dans des conditions climatiques difficiles, les survivants se résolvent à manger les corps des passagers décédés conservés par le froid. Pour ainsi dire condamnés à se sauver par eux-mêmes, Fernando Parrado et Roberto Canessa parviennent, au terme d'un périple de 10 jours, à rejoindre une vallée et à contacter un cavalier. Le vendredi 22 et le samedi 23 décembre, plus de 2 mois après l'accident, les secours récupèrent enfin les 16 survivants. Voici leur histoire. Le jeudi 12 octobre 1972, la veille de l'accident, le Fairchild Healer FH-227 de la force aérienne uruguayenne immatriculée 571 quitte l'aéroport international de Carrasco à Montevideo, en Uruguay, pour rejoindre l'aéroport international de Santiago de Chili. À son bord se trouvent principalement des joueurs de rugby de l'équipe des All Christians de Montevideo, devant disputer un match au Chili, ainsi que des parents et des amis des joueurs. Malgré la modernité de l'appareil et l'expérience du pilote, qui a déjà survolé les Andes à de multiples reprises, le vol débute sous de mauvais auspices, puisque des conditions météorologiques le contraignent à se poser pour passer la nuit à Mendoza, en Argentine. Le lendemain, vendredi 13 octobre, le colonel Julio Ferradas, pilote de l'appareil, choisit de traverser la Cordillère des Andes au passage du Planchón, au sud de Mendoza. Ensuite, l'avion doit faire route au nord pour rejoindre Santiago du Chili. Les conditions météo sont tout à fait acceptables, même si le survol des Andes constitue toujours un exercice délicat. Effectivement, dès les premiers cols franchis, l'avion est secoué par d'énormes trous d'air et un vent violent. Croyant avoir traversé entièrement le passage dans les nuages, le copilote avertit la tour de contrôle de Santiago qu'il va virer pour amorcer sa descente. Les nuages empêchent toute visibilité, mais le pilote maintient le cap et amorce la descente après 35 minutes de vol. Malheureusement, un fort vent contraire a ralenti l'avion, abusant le pilote qui amorce sa descente trop tôt. Lorsque le Fairchild sort de la couche nuageuse, c'est pour se retrouver au milieu des sommets enneigés. L'impact est inévitable et déchire l'avion en deux. L'arrière se désintègre, envoyant les passagers de queue vers une mort certaine. L'aile gauche est à son tour arrachée lors d'une collision avec un second sommet. Cependant, un miracle se produit car l'avant du fuselage glisse sur un glacier à 3600 mètres d'altitude et s'immobilise violemment après plusieurs centaines de mètres. L'avion s'est crashé dans une zone reculée du département de Malargüe située à proximité de la frontière entre l'Argentine et le Chili. Totalement inattendu, cet impact prend l'équipage et les passagers au dépourvu, car ils sont bloqués dans le froid et dans la neige. Immédiatement, 2 étudiants en première et en deuxième année de médecine, aidés d'une infirmière, tentent de prodiguer les premiers secours au milieu des cris, du sang et du vent glacial qui s'engouffrent dans la carlingue déchiquetée. Parmi les victimes se trouvent les pilotes,
écrasé lors du choc contre le monticule de neige ayant stoppé la folle glissade de l'appareil. La radio est hors d'usage. Les survivants sont en chemise ou en robe d'été, alors que la nuit tombe, pouvant descendre jusqu'à -20 ou -30 degrés. Quelques-uns ont heureusement la présence d'esprit de vider les valises pour s'enfiler des couches de t-shirt et dresser, avec les bagages, un mur dérisoire pour combler le trou béant dans le fuselage de l'appareil. La première nuit est un cauchemar, dans un froid glacial, alors que le vent hurle avec, pour seul écho, le râle des blessés. Plusieurs d'entre eux n'y survivront pas, et leurs corps inanimés iront rejoindre le cimetière improvisé à côté de l'épave. Au petit matin du samedi 14 octobre, les 28 survivants s'organisent. Rapidement apparaît un problème, et de taille celui-là. Devant atterrir le jour même à Santiago du Chili, les réserves en nourriture sont très limitées. Il faut donc se rationner en attendant les secours, procéder à l'aménagement de la carlingue, à la répartition des vêtements sortis des valises, ainsi qu'à une sommaire exploration des alentours de l'épave. Malheureusement, celle-ci est perdue au milieu d'un cirque blanc cerné de hauts sommets. La respiration est difficile, le froid terrible dès que le soleil se couche. S'agissant d'une équipe de rugby, les leaders naturels, Roberto Canessa et Gustavo Zerbino, les deux étudiants en médecine, le charismatique Fernando Parrado, Marcelo Pérez, le capitaine, ou encore Liliana Mettol, l'indispensable infirmière, prennent rapidement les choses en main. Ils ont beau être de jeunes gens de bonne famille, ce sont avant tout des êtres combatifs, résistants à la douleur, courageux, ingénieux, habitués à l'adversité, même si celle-ci est d'un genre nouveau. Au 3e jour, le soleil fait enfin son apparition, redonnant un peu de baume au cœur des rescapés qui scrutent le ciel, espérant, avec le retour du ciel bleu, que les secours envoyés à leur recherche se manifestent enfin. Les sauveteurs connaissent forcément la route empruntée par l'avion qui était proche de sa destination. Tous les espoirs sont donc permis, mais le soleil se couche à nouveau, laissant la place au froid et au doute. Les rescapés tentent, mais sans succès, de réparer la radio, aménagent tant bien que mal leur maigre espace de vie. Les plus résistants organisent même une mission d'exploration vite avortée tant l'immensité blanche est sans fin, seulement entrecoupée de sommets tutoyant le ciel. Les jours passent, sans qu'aucun avion n'apparaisse, alors que les maigres provisions, pourtant rationnées, s'épuisent. Certes, l'eau ne manque pas, il suffit de faire fondre la neige, mais la faim se fait de plus en plus sentir et, déjà, les forces des plus faibles déclinent. Au 10e jour, le dernier carré de chocolat n'est plus qu'un lointain souvenir. La queue de l'appareil est retrouvée lors d'une mission d'exploration et, à l'intérieur, au milieu des cadavres de coéquipiers, on trouve une petite radio. Malheureusement, les survivants apprennent, en l'écoutant, qu'en désespoir de cause, les recherches pour retrouver le vol 571 ont été interrompues par les autorités. Ayant trouvé un appareil photo dans la queue de l'avion situé à 2 km de l'épave, Parrado prend des clichés de la vie quotidienne des survivants autour de celle-ci. Ayant épuisé les maigres réserves de nourriture, les survivants essayent de manger les bandes de revêtements arrachées au bagage, mais le traitement chimique du cuir les rend non comestibles. Ils déchirent les coussins dans l'espoir d'y trouver de la paille, mais n'y trouvent que de la mousse de remplissage. Malheureusement, le pire est encore à venir. En effet, le dimanche 29 octobre, en pleine nuit, une avalanche recouvre totalement l'avion et fait 8 nouvelles victimes, dont Pérez, le vaillant capitaine. Il faut dégager la neige, rendre un hommage supplémentaire aux nouveaux disparus, réaménager tant bien que mal l'habitacle et, de nouveau, voir les jours s'égrener en espérant un impossible miracle. Tenaillés par une faim insupportable et une envie de vivre intacte, plusieurs survivants envisagent alors l'un des pires tabous de l'humanité, se nourrir de chair humaine. Parmi ces rescapés, majoritairement catholiques, le débat est houleux. Il faudra toute la persuasion de quelques-uns, notamment de Nando Parrado et de Pancho Delgado, sans omettre l'aide de la faim, qui ronge les entrailles, pour que le petit groupe se résolve enfin au pire.
Pour survivre, il va falloir manger le corps du pilote, qui a été conservé par le froid. Plusieurs autres survivants ont d'ailleurs eu la même idée. Roberto Canessa, l'étudiant en médecine, montre à ses compagnons d'infortune comment découper méthodiquement le corps avec des éclats de hublot ou des lames de rasoir. Après le cadavre du pilote, ils mangent la chair de leurs amis morts. Les jours et les semaines passent dans une sinistre monotonie, seulement entrecoupée par le décès des plus faibles, des blessés ou des malchanceux, en particulier Liliana, l'infirmière emportée par une tempête de neige. Le seul point positif est l'arrivée de décembre, qui correspond à l'été austral et à une température moins glaciale. Il n'y aura pas de secours, pas de miracle. La carlingue de l'avion est désespérément blanche et la croix dessinée à l'aide de valises invisibles des rares avions qui passent trop haut dans le ciel dérisoire. Attendre encore, c'est aller vers une mort certaine. Dès les premiers jours, certains ont proposé de partir à la recherche des secours et des expéditions limitées ont été organisées autour de l'appareil. Cependant, l'altitude, le froid, la malnutrition ont empêché toute entreprise de grande ampleur. Il est finalement décidé qu'un petit groupe parte chercher les secours avec les vêtements les plus chauds et de la nourriture, sous forme de chair congelée prélevée sur plusieurs corps. Nando Parado, Roberto Canessa et Antonio Vizintin, les meilleurs grimpeurs, décident de tenter une mission de secours particulièrement risquée, traverser la cordillère vers l'ouest en direction du Chili, en espérant que la terre promise ne soit pas trop éloignée. Pour tout équipement, ils disposent de chaussures de rugby, de couches de chaussettes, de jeans et de pulls, ainsi que d'une bâche trouvée dans la soute à l'emploi inconnu, mais d'une redoutable efficacité en matière d'isolation thermique les nuits venues. Épuisé, boitant, Vizintin doit rapidement se résoudre à rebrousser chemin pour un retour tout aussi périlleux, seul, affaibli et sans l'indispensable bâche. À l'image de ces joueurs de rugby d'antan, refusant de quitter le terrain, quelle que soit la gravité de leurs blessures, il réussit à rejoindre l'avion. Les sommets succèdent aux sommets, malgré le froid, le vent, la faim, la fatigue et toujours ces blanches immensités aveuglantes se dressant en permanence devant eux, Nando et Canessa avancent. Ils marchent depuis 8 jours, les pieds gelés, les jambes dévorées par les crampes, le souffle court. Il leur faut toute l'énergie d'hommes robustes, l'inconscience de leur jeunesse, la rage d'un rugbyman haïssant la défaite pour qu'enfin les cimes semblent moins hautes, pour qu'enfin la neige paraisse refluer, pour qu'une vallée se dessine enfin. Ils descendent, un cours d'eau les accompagne, de la végétation, et bientôt des cultures apparaissent. Ils sont sauvés. Un paysan, Sergio Catalan, voit soudainement 2 hommes, maigres, le visage dévoré par une barbe hirsute, se dresser de l'autre côté du Rio Azufre, devenu rivière. Fernando Parado et Roberto Canessa ont rejoint le monde des hommes, mais au prix de quel effort ? Le jour du crash, le service chilien de recherche et de sauvetage aérien, le SAR, avait immédiatement été informé de la disparition de l'appareil. 4 avions ont effectué des recherches tout l'après-midi du 13 octobre, et ce jusqu'à la nuit tombée. La nouvelle de la disparition du vol 571 a été diffusée dans les médias uruguayens vers 18h. Les officiers chiliens du SAR ont veillé les fréquences radio et, faute d'appel au secours, en ont conclu que l'appareil avait atterri dans l'une des zones les plus éloignées et inaccessibles des Andes. Rétrospectivement, on s'aperçoit que l'appareil s'est écrasé à environ 21 km de l'hôtel Termas, une station thermale abandonnée, et des sources thermales qui auraient pu fournir un abri de fortune. Le deuxième jour, 11 avions argentins, chiliens et uruguayens ont recherché l'appareil, parfois en volant tout près de sa position. Les survivants ont essayé d'utiliser du rouge à lèvres récupéré dans leur bagage pour inscrire les lettres SOS sur le toit de l'avion, mais ont abandonné par manque de produits. Les rescapés ont vu 3 avions survoler la zone, mais ils n'ont pas pu attirer leur attention, et aucun des sauveteurs n'a vu le fuselage blanc sur fond de neige. Les conditions difficiles ont donné aux recherches peu d'espoir de retrouver quelqu'un vivant.
Les recherches ont donc été abandonnées au bout de 8 jours, le samedi 21 octobre, après 142 heures et 30 minutes. Les responsables des recherches ont conclu qu'il n'y avait aucun espoir de retrouver des survivants. Ils espéraient retrouver les corps en été, quand la neige aurait fondu. Grâce à Fernando Parrado et Roberto Canessa, une expédition de secours est immédiatement organisée par les autorités chiliennes, avec les 2 héros qui ont insisté farouchement pour en être, afin de guider les sauveteurs jusqu'au lieu du crash. Le dimanche 22 décembre, 2 hélicoptères de la force aérienne chilienne, guidés par Parrado, se posent à proximité de l'avion déchiqueté, 68 jours après l'accident, mais ils ne peuvent embarquer que 6 survivants par manque de temps. Les autres rescapés sont récupérés le lendemain matin et hospitalisés à Santiago du Chili afin d'être soignés pour gelures, malnutrition, déshydratation, scorbut et mal aigu des montagnes. Les secours retournent finalement sur place avec un prêtre pour inhumer les corps à 80 mètres de l'avion dont les restes sont incendiés. Ayant raconté à leurs sauveteurs la manière dont ils ont survécu, les 16 rescapés nient en public les rumeurs d'anthropophagie, jusqu'à l'organisation d'une conférence de presse au cours de laquelle l'un d'eux, Pancho Delgado, emploie la métaphore de la communion, le dernier repas du Christ, pour justifier leur acte. Cette défense par la communion se fait moins par conviction religieuse que par souci de se justifier. Cette transgression exceptionnelle d'un tabou alimentaire est en effet vue comme un péché, mais le pape Paul VI les absout. Le pape fit parvenir aux survivants à la fois un télégramme de bénédiction et un télégramme de félicitations, affirmant qu'ils avaient agi en chrétiens. La vie t'offre la possibilité de vivre des choses qui te marquent, mais qui te permettent de grandir. Telle est la définition de l'existence donnée par Gustavo Zerbino au quotidien argentin Clarín. Tous ensemble, nous avons fait une énorme croix dans la neige avec les valises vides et nous avons dessiné avec nos pieds le signe SOS pour qu'il soit visible depuis les airs. Nous n'appartenions plus à ce monde, nous étions devenus des créatures d'une autre planète, racontera Roberto Canessa dans un texte publié par The Daily Mail à l'occasion des 40 ans de la catastrophe. Nous allions devenir trop faibles pour résister à la faim. Nous savions quoi faire, mais c'était trop terrible pour y penser. Les corps inanimés de nos amis et de nos coéquipiers, préservés par la neige et le froid, contenaient des protéines vitales qui pouvaient nous aider à survivre, explique-t-il, et enfin d'ajouter « Nous sommes ceux qui ont brisé le tabou ». Certains des survivants racontent depuis de longues années leur calvaire dans des conférences qu'ils donnent dans le monde entier. À chaque intervention, ils insistent sur l'importance de ne jamais perdre espoir, la nécessité de se battre jusqu'au bout et de s'entraider. Un message qu'ils sont parfois amenés à délivrer directement sur des lieux de catastrophe, à l'instar de Gustavo Zerbino, qui s'est rendu au Chili en 2010 pour échanger avec une trentaine de mineurs bloqués sous la terre pendant 70 jours. Carlos Paez n'a rien oublié du cauchemar qu'il a vécu. Notre histoire, c'est une lutte contre le renoncement à la vie. Notre grand mérite, c'est d'avoir su dire oui à la vie. Notre petit groupe est resté uni jusqu'au bout. Quand l'un d'entre nous perdait le moral, il y en avait toujours un pour le relever. Vous savez ce que je dis toujours à ceux qui croient que l'enfer existe ? Moi, j'ai vécu l'enfer dans la cordillère des Andes. À mes pieds, il y avait un garçon à qui il manquait une partie du visage et qui s'étouffait dans son sang. Je n'ai pas eu le courage de lui tendre la main, de lui tenir la main, de le réconforter. J'avais peur. J'avais très peur. Nous étions en train de mourir. Quand vous avez le choix de mourir ou de se servir de la seule chose qui reste, nous avons fait ce que nous avons fait pour vivre. C'est une histoire extraordinaire qui met en scène des gens ordinaires. À la fin, la vie a triomphé, assure modestement Carlos Paez. Je me suis servi de l'outil Internet pour concevoir cette chronique, en particulier le site Pilote de montagne et le récit de Bernard Amrhein. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.